Avant d'entrer dans mon intervention, je voudrais moi aussi, et c'est pas, voilà, c'est pas pour faire comme tout le monde, c'est parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Je voudrais aussi féliciter les enseignants et de manière générale tout le personnel qui, dans un contexte très compliqué, est en première ligne, je crois. Le personnel de première ligne, ça dit bien ça, ces gens sont en première ligne et sont aux côtés de nos enfants, et on voit dans ces moments à quel point ils sont importants, et notamment au moment où nos enfants sont assignés à résidence à la maison pour un certain nombre d'entre eux, dans un certain nombre de cas. Voilà, c'est le premier mot que nous voulions en tant que groupe adresser, c'est un grand merci aux enseignants. Arrivons-en maintenant à la gestion notre ECL par M. Stassard. La première chose que nous dénonçons, et que dénoncent les organisations syndicales, nombre de professeurs eux-mêmes d'ailleurs et les étudiants, c'est l'absence de transparence dans la gestion actuelle de l'enseignement. C'est quelque chose qui n'est pas lié à la crise Covid ici, c'est quelque chose qui est sur le long terme, et Céline a évoqué notamment une série d'éléments qu'on retrouve dans les PV des organes de gestion. Je suis un jeune élu, mais pour ma part, je n'ai jamais reçu autant de messages inquiets, mais aussi de critiques envers la gestion actuelle que ce que je reçois pour le moment. Il y a donc plus que jamais matière à cesser de se mettre la tête dans le sable et à ouvrir un débat public. Et comme nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en prenant vraiment le temps en début de conseil communal et pas 5 minutes à la fin du conseil communal à minuit. L'enseignement communal liégeois, c'est un enjeu qui mérite de l'attention de notre part et une attention très importante de la part de cette majorité. Alors que notre enseignement est désargenté, on nous signale des choix qui passent mal, en fait. C'est ça qui arrive très souvent dans les remarques et dans les interventions et les interpellations que nous recevons. Par exemple, le choix d'ouvrir une option de grec à Ouah avec un seul étudiant, celui de recaser des anciens directeurs dans des postes taillés sur mesure, celui d'avoir des dépenses que je qualifierais de luxueuses, pour ne pas dire somptuaires, pour des équipements pour une série de personnes quand des écoles manquent un peu de tout, celui d'ouvrir des postes vacants là où ils ne sont pas véritablement vitaux, celui de privilégier des postes administratifs en grand nombre, ce qui crée une armée mexicaine dans un contexte pourtant très serré budgétairement. Peut-être qu'il y a des explications valables pour certains de ces choix, pas tous à notre estime, mais pour un certain nombre, mais tout semble être fait pour maintenir un fonctionnement profondément opaque, et ça n'aide pas d'avoir un fonctionnement comme celui-là. La simple difficulté qu'on a eue à obtenir ce point à l'ordre du jour aujourd'hui, et Céline l'a évoqué, ça en témoigne pour nous. Choqué, lors d'une des toutes premières commissions auxquelles j'ai pu participer, par la litanie des enseignants qui quittent notre PO, j'avais demandé, même si c'est un problème, évidemment, un problème général dans l'enseignement, que de voir des enseignements quitter, j'avais demandé, il y a plus d'un an, si nous pouvions disposer de chiffres pour appréhender dans sa globalité ce phénomène et se comparer aux autres PO. Comme élu de gauche, se poser la question du bien-être au travail me semble essentiel. Il m'a été répondu que c'était impossible. Premier exemple d'opacité pour moi. Sur la capacité donnée aux élus d'analyser les chiffres encore, ça vient d'être évoqué. Je voudrais faire un petit rétroacte. On reçoit une fois par an, en dernière minute, un scan de documents difficilement exploitables et ne donnant que l'évolution sur la dernière année concernant le nombre d'étudiants inscrits dans nos établissements scolaires. J'ai demandé par courriel à la secrétaire de M. Léchevin, la secrétaire de cabinet, son secrétaire, pardon, un document source qu'on pouvait utiliser, un document Excel comme on l'a eu pour d'autres sujets. Pas de réponse. J'ai redemandé en commission ce même document, avec des chiffres sur 5 à 10 ans, pour voir une évolution qui soit justement pas celle de ces dernières années, mais véritablement voir comment va notre enseignement. Très compliqué également. Soit, je ne vais pas faire le détail, mais j'ai dû avoir une dizaine de mails pour finir par avoir les documents dont on parle. Et c'est pas une situation normale que d'être dans un contexte si compliqué pour obtenir les chiffres pour travailler, et ce n'est pas le cas dans les autres commissions avec les autres échevins. Sur l'état des bâtiments, c'est la même chose. C'était très compliqué d'obtenir l'audit énergétique des bâtiments. Je l'ai eu par l'organisation syndicale pour finir. On se rappellera par exemple la saga des barquettes en plastique, dans laquelle nous avons obtenu que des réponses professorales pour justifier leur usage avant que le collège n'intervienne, amenant l'échevin à modifier sa position. Et donc il y a un malaise. Il y a un malaise pour nous, et on pense qu'il y a un malaise aussi parce que les chiffres ne sont pas bons. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en novembre, mais je voudrais quand même revenir sur quelques exemples. Maintenant que j'ai fini par obtenir des chiffres sur une dizaine d'années, il y a des choses qui sont marquantes. Monsieur Léchevin fait vraiment un tri très sélectif dans ce qu'il choisit de donner comme chiffres. Dans le secondaire, c'est moins 4% d'étudiants entre 2019 et 2020. L'Athénée néo-lidois, j'y reviendrai, c'est la seule école qui sauve les meubles. Tous les autres établissements sont en baisse, tous. L'école de coiffure et de bioesthétique a perdu plus d'un tiers de ses étudiants les 10 dernières années. L'Athénée d'Estenay, dont on parlait, elle a perdu plus d'un quart sur 3 implantations, puisqu'on a même mis ensemble maintenant l'Athénée Saucy, l'EXA et le C2. On est aujourd'hui à 393 étudiants pour 3 implantations.
Il y a 25 ans, la seule implantation de l'EXA, c'était 400 étudiants. Ceci, c'était près de 1000 étudiants. C'est vraiment une chute vertigineuse du nombre d'étudiants. Et ce n'est pas lié au récent pacte d'excellence ou à la crise Covid, même si ce pacte d'excellence est très discutable. C'est vraiment quelque chose qui est structurel. Il y a un problème d'attractivité de notre enseignement communal, c'est clair. Le CFA, il perd 15% en un an, 25% les 5 dernières années. Même chose, le CFA, ce n'est pas juste cette année. C'est sur le long terme qu'on voit qu'on perd des étudiants. La HEL, moins 9% entre 2019 et 2020. Et si on regarde sur une perspective un peu plus longue, c'est moins 30% depuis 2013. Ce n'est pas la crise Covid qui explique ça. Le maternel et le primaire, parce qu'on met toujours ça en avant, effectivement, se portent mieux, notamment grâce aux pédagogies actives. Mais là aussi, on sent des signes clairs d'essoufflement. Si on regarde les chiffres sur 10 ans, par exemple, le maternel, c'est là que tout commence, puisqu'on donne aujourd'hui les chiffres d'enseignement fondamental. Mais regardons le maternel, là où le parcours commence. Les chiffres, ils ont cru jusqu'en 2015, avec jusqu'à 4097 étudiants. Et depuis, ils baissent en fait. On était à 3885 en 2020, on est à 3750 au 15 janvier 2021, c'est une baisse de plus de 8%. Donc quand M. Léchevin dit on a 100 élèves en plus dans le fondamental cette année, ceux qui amènent au fondamental l'école maternelle est en baisse. Et donc, si on ne fait rien, on va avoir dans le fondamental la même baisse que ce qu'on a partout ailleurs aujourd'hui. On connaît depuis de longs mois une situation exceptionnelle avec la pandémie. Et là encore, alors que débat et échange d'idées seraient essentiels, ça s'avère impossible, très compliqué. Pourtant, notre PO, il fait des choix importants. On l'a entendu dans l'intervention de M. Léchevin. Liège se distingue par exemple par la volonté d'aller plus vite et plus loin que le reste de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le distanciel. Concrètement, entre mai et jusqu'à récemment, les élèves du 3e degré n'étaient acceptés qu'un jour par semaine, malgré les efforts des équipes éducatives pour préparer une rentrée à 50% en présentiel. Est-ce que c'est justifiable quand on sait l'impact majeur sur la scolarité et plus largement sur la santé mentale de nos enfants de ce choix? On entend qu'il y a un équilibre à trouver ici, mais laisser des enfants à la maison aussi a des conséquences importantes, il faut le savoir. Les étudiants du secondaire et du supérieur se retrouvent assignés à résidence en fait. Ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui n'est pas du tout banale. On reçoit des courriers affolés d'enseignants qui nous annoncent un taux de décrochage scolaire jamais vu. Pourquoi ce choix? Alors ça a été évoqué plusieurs fois par M. Léchevin à nouveau, la question des bus bondés. C'est le principal élément que met en avant M. Léchevin. Bon, nous on a un peu regardé ça. Si c'est vraiment un élément central, il faut le regarder. Il y a plusieurs études qui existent sur ça. Moi j'en cite 2 qui sont importantes. La Santé publique française, la Santé publique France a fait une étude qui montre que 1,22% des clusters Covid-19 étaient liés au transport. Il y a une étude allemande, très importante aussi, Robert Koch Institute. Là, ils arrivent carrément à 0,2%. C'est pas dans les bus essentiellement que les enfants se contaminent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un argument pour nous qui est central. Surtout qu'on parle de 1 ou 2 écoles, ça n'a pas changé grand-chose. Et encore un autre élément, ça ne concerne que les enfants du secondaire. Les enfants qui ont des stages continuent à prendre les bus pour aller faire leurs stages. Et nous, on fait, comme élus, mais aussi avec les syndicats, on fait une série de propositions. Dès le printemps, on a alerté sur les risques liés à l'isolement des enfants chez eux, en particulier les enfants qui étaient déjà en risque de décrochage scolaire. On a plaidé pour du semi-présentiel, couplé à de meilleures mesures de protection dans les établissements scolaires. En été, on a proposé que le système de testing qui était organisé par l'ULG puisse être utilisé pour permettre plus que les enfants soient dans les écoles. On a aussi pointé la nécessité de renforcer la concertation et l'écoute des équipes éducatives et de leur expertise de terrain. Donc, on n'est pas écouté. Ça s'est entendu, on n'est pas écouté. Mais peut-être qu'on devrait simplement regarder ce qui est fait et se dire que c'est bien. Ce n'est pas notre sentiment aujourd'hui. On constate, et encore une fois, on n'est pas les seuls, qu'il y a un mode de fonctionnement qui est, pour nous, sclérosé, qui manque d'anticipation. Lors du débat télévisé électoral en 2018, je cite ça parce que je l'ai réécouté récemment et ça m'a marqué, Mme Defrene, qui était alors plus véhémente, parlait de la nécessité de faire sauter une chape de plomb sur l'enseignement communal liégeois. Eh bien, nous, on essaye modestement de continuer à faire ça parce qu'on pense qu'il y a vraiment des choses à changer dans la façon dont c'est organisé aujourd'hui. On n'est pas là pour allumer la majorité par principe, et donc je vais donner quelques exemples concrets d'éléments sur lesquels on voudrait que ça bouge. Afin de stopper la dilution de la fréquentation de notre réseau d'enseignement, on voudrait se reposer bien davantage sur ses qualités, sur ce qui fait encore aujourd'hui quand même, à certains égards, son attractivité. La ville connaît 2 succès manifestes dans le fondamental, qui ont permis d'y mettre fin à une érosion continue de sa population scolaire. C'est quoi ces succès? C'est l'immersion d'une part, et c'est surtout la pédagogie active d'autre part. Enseignement freiné. Dès la campagne électorale de 2018,
on a signalé que ceci conduirait immanquablement à un goulot d'étranglement au niveau du secondaire, puisqu'une seule école offrait de prolonger la pédagogie active et le fait de coupler à l'immersion cette pédagogie active dans le secondaire. Et on y est. L'école de Wa, aujourd'hui, elle doit refuser des étudiants. On est dans un cadre où on perd partout les étudiants et on doit en refuser dans une école. Et donc, on perd des étudiants. Ajoutons que l'école, qui est d'ailleurs, cette école, elle est d'ailleurs surpeuplée. Ça crée des tensions entre le primaire et le secondaire, ça crée des incongruités. Je l'ai déjà évoqué. Des cours philosophiques dans lesquels les élèves se retrouvent à 40, des enseignants qui doivent essayer de donner cours alors qu'à côté, dans une classe, les enfants doivent utiliser une classe pour se changer avant d'aller au cours de gym. Ça ne va pas. Est-ce qu'on a avancé d'un iota? Non, aujourd'hui, en fait. Et histoire de ne pas attendre une hypothétique solution sur angle bas, on a évoqué dès 2018 l'idée de s'appuyer sur ceci, où, j'évoque quand même ce point, l'interdiction notamment des signes convictionnels a eu pour conséquence quoi? Une perte très importante d'étudiants. Et des étudiants qui ont fait quoi? Je ne vais pas rouvrir un long débat ici, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans le catholique, qui est moins sectaire ou qui est plus cynique, chacun pourra le terme qu'il veut, et qui a accueilli ces enfants et qui s'en félicitent aujourd'hui. Notre proposition, c'est quoi? Et elle l'était déjà à l'époque, elle a soulevé une levée de bouclier, mais pourquoi? C'est pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas si on ne peut pas utiliser cet établissement comme un deuxième établissement dans lequel on pratique aujourd'hui de la pédagogie active. Voyons où on en est, qu'est-ce qu'on risque en fait? On a moins de 400 étudiants pour 300 implantations, encore moins 7% cette année par rapport à 2019, c'est un record négatif. Et donc il faudrait rapidement rouvrir le débat sur il faut une deuxième école secondaire à Liège en pédagogie active. Il la faut, sinon Wa ne pourra pas les prochaines années seul absorber le succès des écoles fondamentales qui font cette pédagogie. Deuxième point central, la haute école de la ville de Liège. Là aussi, il y a un énorme souci. Monsieur Leschevin explique en gros que le problème se résume à un problème qui est réel, on ne le nie pas, le problème de l'enveloppe fermée. Mais le principal problème pour nous, c'est que la HEL perd des étudiants en fait. C'est ça son problème principal. Elle se porte moins bien que les autres hautes écoles qui sont pourtant placées dans le même cadre qu'elle. Et donc on pense qu'il y a un réel problème de positionnement dans de nombreuses sections. Alors on doit sans doute questionner le rôle de l'ARES, qui a pour but de valider les nouvelles habilitations, mais force est de constater que la HEL ne convainc pas. En 2018 par exemple, sur 11 projets qui ont été déposés pour des nouvelles options, on parle d'un enseignement qui ouvre des nouvelles options qui sont en lien avec la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y en a un seul qui a été retenu et qui est en fait essentiellement un changement de dénomination. L'idée judicieuse d'ouvrir une option en économie sociale, par exemple, elle n'a pas passé la rampe et c'est regrettable. Et donc la HEL doit trouver une identité plus forte pour attirer à nouveau des étudiants. Et elle n'est pas sans ressources, selon nous. Alors qu'elle est le lieu de formation de nombreux enseignants dans les pédagogies alternatives, il nous semblerait par exemple intéressant de proposer ces méthodes d'enseignement au sein de la HEL. En commission, M. Leschevin nous a expliqué que le taux d'échec trop élevé à la HEL, Céline l'a évoqué d'ailleurs, était de la responsabilité des professeurs trop exigeants. On a une autre explication, nous, quand des classes passent de 30 à 80 étudiants, on ne sait pas travailler aussi bien. Quand un cours est annoncé 30 heures sur le site de la HEL, mais il n'est comptabilisé que 27 heures pour l'enseignant, mais que celui-ci est quand même invité à donner la même matière qu'avant, ça augmente de 10% sa charge de travail ou ça diminue de 10% le nombre d'heures pour donner la même matière aux étudiants. Et pendant ce même temps que les étudiants sont dans une situation si complexe, si compressée, qu'est-ce qu'on a à la HEL? On a aujourd'hui 15% de personnel administratif. On a regardé la moyenne au niveau des autres écoles, c'est entre 5 et 10%. Et donc on fait reposer la responsabilité de ce problème sur les enseignants exclusivement. Et ça ne va pas. Je ne réouvre pas longuement ce débat, mais on l'a évoqué la fois passée, il y a aussi la question de la qualité des bâtiments. Là, c'est vraiment un élément absolument central. On ne peut pas attirer des étudiants avec des écoles à la qualité où elles sont. Et donc, je vais arriver à ma conclusion. Vu le contexte que nous connaissons, nous souhaitons que puisse s'ouvrir un véritable débat sur la situation de notre pouvoir organisateur aujourd'hui et sur ses perspectives d'avenir. Comme prévu dans la déclaration de politique communale, vous annoncez donc aujourd'hui, M. Leschevin, des états généraux. Tant mieux, on va pouvoir débattre. Cela dit, historiquement, les états généraux, c'était une assemblée réunissant, grosso modo, la noblesse, le tiers-état, le clergé, sur ordre du roi. Ils avaient pour but de donner une apparente légitimité aux décisions du roi. Donc j'espère que M. Leschevin ne se prend pas et ne se rêve pas en monarque. En tout cas, nous, on a une conception plus horizontale et plus participative. Et donc, on propose plutôt qu'on fasse des assises de l'enseignement communal liégeois. On voudrait que ce travail puisse débuter dès le second semestre de cette année. Les mots ont un sens. Des assises, ce n'est pas la même chose que des états généraux. Ces assises, on les veut participatives, ouvertes aux partenaires sociaux, aux organisations de parents, aux organisations étudiantes et bien évidemment aux élus de toutes les formations représentées au conseil communal. Ces assises, elles doivent constituer un réel lieu de
débat. Ce n'est pas une chambre d'entérinement dont on a besoin, c'est un débat. Et les propositions de la base, elles doivent être entendues parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Outre la nature même des assises, il s'agit donc de se fixer des objectifs clairs. Changer la relation entre les chevilats et les équipes. Améliorer la transparence de l'action, comme le réclame la CGSP et nous élus. Co-construire l'avenir avec les acteurs de terrain, se fixer des objectifs clairs en nombre d'étudiants, en termes de filières à promouvoir, en termes d'investissement dans les bâtiments, etc. Il s'agit aussi de réaliser ce qui était annoncé dans la déclaration de politique communale. Parce que si on met des choses dans une déclaration de politique communale, c'est pour pouvoir avancer dessus. Et bon, on a regardé un peu dans le détail ce que vous annonciez vous-même dans cette déclaration, et nous, on ne voit pas grand-chose qui est avancé depuis lors. Je vais donner quelques exemples. L'apprentissage d'une seconde langue dès la première primaire, l'augmentation du soutien aux écoles de devoirs, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour tous les élèves, la lutte contre le décrochage scolaire. Là, on est dans un cadre où ce serait essentiel d'augmenter les moyens qui sont alloués à la lutte contre le décrochage scolaire. Les repas scolaires avec des produits biologiques issus de l'agriculture locale, les rues scolaires, le plan de déplacement scolaire, la verdurisation des cours de récréation, un plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Soit, il y a vraiment des choses à faire. À défaut d'une dynamique nouvelle, nous craignons que le supérieur d'abord, le secondaire ensuite, ne disparaissent ou ne partent vers d'autres PO. Et ce serait un réel échec pour notre commune, et c'est pour ça qu'on ne s'y résout pas, monsieur Lichevin. Je vous remercie pour votre attention.